Alors, dans ce cas, je vais commencer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Yaorana, ta'alo falava. Alors, je vais résumer à l'extrême pour rester dans le temps imparti, mais je rappelle que le texte développé de cette intervention, une vingtaine de pages, est disponible. Je l'ai envoyé à tous aux organisateurs et aux présentateurs en leur disant qu'ils pouvaient le faire suivre auprès de quiconque serait intéressé. Alors, premier point, donc je résume beaucoup. La Constitution de 1962, la terre est inaliénable. En parlant de Samoa, je parle ici de l'État devenu indépendant en 1962, qui fut auparavant un mandat, trusteeship des Nations Unies, géré par la Nouvelle-Zélande, après une très courte période de colonisation allemande. L'essentiel à retenir, Samoa n'a donc jamais subi de colonisation, de peuplement. C'est ainsi que Samoa présentait, le jour de son indépendance en 62, et présente aujourd'hui encore 60 ans plus tard, une tenure foncière où un peu plus de 80% de la terre est de statut coutumier, customary, un statut inscrit dans la Constitution nationale, comme on va le voir. Sur le reste, on a 5% de terres dites privées, freehold lands, des initiatives privées au cours du 19e siècle par des étrangers acceptés sur place. Mais notons-le, même dans ce 5% de terres privées, l'achat et la vente ne peut se faire que entre citoyens samoans. Ces 5% de terres privées sont, on sans doute, situées surtout dans la zone urbaine, donc évidemment avec une valeur au mètre carré énorme. Les 15 autres pourcents, c'est le domaine public, anciennement des terres gelées par la Nouvelle-Zélande quand elles furent confisquées au pouvoir allemand, qui avait commencé une spoliation, mais pas longtemps, puisqu'ils sont restés très peu de temps à Samoa, rendu à Samoa à l'indépendance et depuis mis en valeur en partie ferme d'État, en partie louée sur le marché privé. 80% sont donc sous statut coutumier. C'est ça qui m'intéresse ici, un statut inscrit dans la Constitution. Je cite le passage principal en traduisant en français. La terre coutumière ne peut être aliénée, no alienation. Aucune personne n'aura la possibilité ni l'autorisation légale de créer la moindre aliénation, ni de disposer de n'importe quelle terre coutumière, ni de retirer un quelconque bénéfice émanant d'une terre coutumière, que ce soit par vente, hypothèque ou tout autre moyen. Aucune terre coutumière, ni aucun bénéfice émanant d'une terre coutumière ne pourra être saisi ou considéré comme une garantie pour le paiement de dettes de toute personne qui viendrait à être insolvable durant son existence ou après son décès. C'est dans la Constitution de 62, c'est toujours valable. Vous voyez, c'est très fortement balisé, cadenassé. Le texte ajoute une petite réserve, mais un acte parlementaire pourra autoriser la location contractuelle, donc lease or license, d'une terre coutumière, ainsi que la disposition d'une terre coutumière pour une nécessité publique. Donc évidemment, l'État peut disposer, construire une route, un réseau d'assainissement, etc., mais toute mise en location, même pour un seul cas, même pour un petit lopin, exigerait un vote du Parlement. Pas la majorité simple, mais tout de même, réunir le Parlement, ce n'est pas une mince affaire. Ce statut de terre inaliénable fut en outre doublement cadenassé. La Constitution précise que toute modification du moindre article de la Constitution exigera un vote du Parlement acquis au moins aux 2/3. Mais en outre, elle précise que toute modification de cet article-là que je viens de lire sur la terre inaliénable exigera en plus un référendum national, lui aussi qui devrait être acquis aux 2/3. On ne peut pas imaginer un verrou juridique plus imposant. Alors, qui demeure sur les terres dites coutumières, les 80%? C'est composé de la terre des clans. J'utilise cette terminologie simplifiée, groupe de parenté polynésien habituel, parenté reconnue entre les descendants d'un ancêtre commun, résidence localisée, filiation indifférenciée, hiérarchisation interne des lignes, on connaît ça. Chaque clan est une entité collective de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes, ayant toujours un chef principal choisi plus ou moins au consensus par les aînés du clan à chaque génération. Il y aurait évidemment beaucoup à discuter sur les modalités du consensus, mais le principe demeure, même aujourd'hui. On ne vote pas dans les clans, on discute jusqu'à obtenir un accord. C'est une dimension essentielle de la custom, comme on dit sur place, anganu, et il faut y insister parce que c'est aussi l'état d'esprit justement pour la gestion de la terre coutumière.
Le chef de clan, aussitôt intronisé, porte comme nom personnel le nom fondateur du clan, le titre, comme le dit la littérature anglophone. La terre n'appartient qu'aux ancêtres fondateurs, le chef en est leur porte-parole, il n'a aucun droit de propriété au sens de la tenure privée freehold land. Les clans vivent dans des groupements qu'on peut traduire par village et il y a une grande autorité du conseil de village qui est le conseil des chefs de clan avec des décisions qui peuvent être très importantes. On peut bannir une personne, une famille, même tout un clan. Mais la terre, elle ne bouge pas. Si on évacue, ce qui arrive extrêmement rarement, tout un groupe, la terre reste libre pour des parentés lointaines de ce même réseau et qui pourraient donc venir s'installer. Analyser toute cette organisation, c'est une autre discussion. Ici, je me limite au fait que la terre coutumière est indivise et collective dans son principe. D'autre part, avec l'accord du chef de l'assemblée de clan, toute apparenté peut venir demander à s'installer, venant de loin, puisque nous sommes dans des filiations indifférenciées, les gens appartiennent à de nombreux clans. Et suivant la place disponible, il pourra défricher et cultiver, ou sinon au moins vivre dans l'une des familles installées. Dans les aires de grande densité, ce qui augmente plus on se rapproche de la ville, évidemment, les choses sont bien moins faciles. Depuis longtemps, les familles tendent, devant ces difficultés, à clôturer ce qu'elles considèrent être leur lopin sur la terre du clan. Même si ça n'a aucune valeur en droit coutumier, il n'empêchera pas d'être banni en cas de faute grave. Mais évidemment, plus il y a clôture, plus aussi les maisons sont en dur et ne peuvent être déplacées, plus il y a de la difficulté à venir s'insérer, plus chacun voit l'avenir de sa propre descendance au même endroit et le chez-soi s'individualise nettement dans la représentation courante. Mais pas en droit, ni en droit coutumier, ni devant une cour de justice, que ce soit les cours jugeant du civil ou du pénal, des droits individuels jusqu'à la Cour suprême, ou bien la cour très particulière, appelée tribunal des terres et des titres, donc un tribunal foncier, qui a juridiction pour tous les conflits sur terre coutumière et les conflits sur transmission des noms de chefferies de clans. Alors, ouverture progressive au monde extérieur, au monde global, comme on dit aujourd'hui. Je rappelle que depuis 1962, Samoa est sous un système Westminster, élection parlementaire, d'où émerge un parti vainqueur, au sein duquel le Parlement élit un Premier ministre. Depuis le milieu des années 80, comme ailleurs dans la région, une nouvelle génération est venue au pouvoir, a constitué le gouvernement. Ces parlementaires, ministres, etc., directeurs de cabinet, ne voulaient plus simplement conserver à l'immobile un pays de petits cultivateurs vivant en autosubsistance. Pour le gouvernement, une question n'a fait que croître en intensité depuis ces années. Comment attirer des investisseurs et en profiter au passage? Comment obtenir des prêts internationaux de la Asian Development Bank? Vous connaissez bien cette sorte de fonds monétaire international de toute la région Asie-Pacifique. Et d'autres, la Chine évidemment, depuis quelques années. Comment attirer l'investisseur pour qu'il ouvre des entreprises, des structures touristiques? L'exemption partielle d'impôt, oui, c'est attractif, mais insuffisant. L'investisseur veut toujours une garantie minimale de stabilité, donc un bail de longue durée sur la terre où il installe son entreprise. Problème, un clan, c'est 100 personnes ou bien plus. Or, l'investisseur veut une signature unique, garantie par l'État et pas une centaine de noms, sans parler de l'impossibilité de réunir un accord chiffré entre tant de personnes. Et si on parle d'accorder un prêt international, la demande de garantie est encore plus forte, une hypothèque sur des terres. Mais comment faire si par avance la terre est inaliénable, donc non monnayable sur le marché extérieur? Depuis le milieu des années 80, la nouvelle génération politique, disons moderniste, qui a pris le pouvoir, a constitué au Parlement un parti qui s'est vite imposé et a ensuite remporté toutes les élections, accroissant sa majorité pour parvenir même à 9/10 des sièges lors du dernier scrutin, l'avant-dernier maintenant, celui de 2016. Mais petit à petit, il s'est cru tout permis. Sa stratégie juridique sur les blocages imposés par la Constitution nationale, lui qui rêve d'ouvrir le pays aux investisseurs, a été d'opérer par petites touches, permettant de faire passer des décrets ici ou là. Mais à un moment donné, il faut bien franchir un pas. Et ce pas, il fut fait en 2008, en instituant un moyen permettant dans chaque clan, c'est une option, pas une obligation,
la création d'un fondé de pouvoir signataire individualisé, et qui donc peut signer un bail. Mais le pays n'a pas vraiment suivi, et ce moyen est resté peu utilisé. En 2020, d'autres décrets ont tenté de déverrouiller le caractère inaliénable en soumettant la possibilité d'une hypothèque à un tribunal des terres dont le statut, du coup, est devenu modifié pour devenir, disons rapidement, à la botte du gouvernement. Là, ce fut le pas de trop. Aux élections d'il y a quelques mois, le parti qui régnait en maître depuis 40 ans a perdu la partie, les élections d'avril 2021. Plusieurs de ces ténors, ceux parmi, disons, les moins promoteurs de l'idéologie du développement à tout va, ont constitué un parti d'opposition, déjà à la fin de l'année dernière, et qui a fait une campagne extraordinaire en 6 mois et qui vient de gagner, même si de très peu. Entre parenthèses, il y a tout un sujet là sur... C'est la première fois que dans la politique locale, tous les débats, partout dans tous les villages, étaient filmés, retransmis par les individus sur Facebook, et la communauté samoane internationale a pu suivre chaque jour en langue locale tout ce qui se passait. Ça a été un changement fondamental par rapport aux élections d'avant. Alors, quelques détails sur cette évolution. D'abord, un mot sur les dangers du bail en régime de terre coutumière. Vous connaissez. Une location, ça ne remet pas en cause l'interdiction de vendre. Donc, on peut contourner les articles constitutionnels qui garantissent l'inaliénabilité. Mais la location, elle apporte 2 corollaires. Le premier, la durée n'est pas limitée dans le principe. Elle est définie au cas par cas. Exemple caricatural, récemment, une entreprise chinoise a tenté, heureusement sans succès, d'obtenir à Samoa, pour construire des hôtels et des casinos, un bail de 160 ans. Deuxième danger, pour récupérer sa terre à l'issue du bail, le propriétaire coutumier doit compenser aux locataires sortants la valeur des biens édifiés sur la terre et qui ne peuvent être déplacés. Et comme il s'agit le plus souvent de structures touristiques, c'est des centaines de millions, sinon de milliers, sinon de millions de dollars. Et donc l'impossibilité de racheter. Et donc par la force des choses, on connaît ça, ce qui était un bail ne peut être terminé. Le bail se transforme en quasi-acte de propriété perpétuelle. On connaît bien au Vanuatu, par exemple, l'activité dense et lucrative des agences immobilières qui vendent et revendent, souvent entre Australiens, des baux portant sur des terres coutumières transformées en resort. Alors que ça paraissait à jamais impossible il y a un demi-siècle, les étrangers peuvent finalement s'enrichir par la spéculation sur des terres coutumières pourtant invendables, pourtant inaliénables, selon la constitution nationale de ces pays insulaires. Alors, quel moyen pour transformer la perspective qui faisait qu'un clan n'a pas un fondé de pouvoir individualisé pour signer un bail? C'est le système Torrens, du nom d'un administrateur colonial anglo-australien du milieu du 19e siècle. Les spécialistes du foncier anglophones surtout connaissent bien ça. Devant une transaction territoriale contestée, il faut consacrer les moyens et le temps long, vous connaissez bien ça, à l'enquête historique. Réunir les éventuels contrats signés il y a longtemps, discuter la validité, conserver des documents sur des décennies, écouter les témoignages, etc., etc. Comment éviter tout cela? Il y a déjà un administrateur anglais qui ensuite a fait carrière en Australie qui s'est posé la question en 1857, et qui a imaginé un système très simple. Remplaçons l'enquête historique par une autorité politique en place qui, elle, serait la garante d'un registre écrit qui remplacerait le débat historique. Bref, la garantie ne porte plus sur une vérité historique, difficile à établir, impossible à être irréfutable, mais sur un registre où le simple fait de voir écrit un nom suffirait à établir la garantie de la non-remise en cause d'un nom de propriétaire. Le conflit ne porterait plus sur un passé toujours impossible à faire revivre, mais uniquement sur l'accès à l'enregistrement. Alors tout cela est bien sûr valable aussi en dehors des transactions contestées. Le système Torrens est assez répandu dans le monde anglophone. Il satisfait beaucoup les juges dont le travail est très facilité. Consulter un registre. Il désole les avocats qui se voient privés d'une grande partie de leur travail, à savoir organiser une évidence à partir de données éparses et complexes. Bon, tout ça est anecdotique pour nos discussions tant qu'on resterait dans la sphère de la propriété privée individuelle. Ça n'est plus du tout quand on applique cette idée d'un registre à la Torrens, garanti par l'autorité politique,
à la question de la terre coutumière. C'est ce que le gouvernement samoan a fait en 2008, par un acte législatif qui permet la création d'un registre pour la responsabilité nominative d'une terre coutumière, ce qui ouvre alors la possibilité de signer une transaction de bail. Cet acte de 2008 n'obligeait pas tous les clans à choisir un représentant local, ce qui était un tollé dans le pays, mais il permettait de le faire. Il a ouvert ce qui est, comme un politologue samoan qui travaille en Nouvelle-Zélande, que certains connaissent bien, Yati Yati, a dit, il a amené un cheval de Troie dans la tenue coutumière. En effet, dans tout clan, donc, la possibilité est désormais donnée à ce qu'une personne jugée représentative aille enregistrer son nom comme étant le propriétaire responsable. Bon, l'acte est passé dans un parlement godillot depuis 40 ans, passé en 2008-2010. Il a fallu quelque temps pour que se manifeste sous une forme sérieuse et grave une opposition. 2018, des plaintes ont été déposées par une association regroupant des figures de la politique et du monde judiciaire local devant la Cour suprême, assortie d'une demande de condamnation à de lourdes amendes, plusieurs millions, visant nommément le Premier ministre, au sens où son acte législatif de 2008 viole la Constitution. Pendant ces années, des enregistrements de terres coutumières en mode Torrens ont eu lieu, mais très peu, et ont été contestés. Car si le principe du système Torrens est de laisser le dernier mot à l'autorité politique, le gouvernement avait oublié quelque chose, le rôle que continuait à pouvoir jouer la forme samoane de tribunal foncier, qu'ils appellent là-bas le tribunal des terres et des titres, la Land and Titles Court, organe créé au début du siècle par les Allemands, et qui n'a pas cessé de continuer à être l'organisme devant lequel on peut contester tout ce qui touche la terre coutumière et tout ce qui touche les titres de chef. Et rapidement, ce tribunal, même avec quelques enregistrements, s'est retrouvé avec 20 années de procès à conduire. Du coup, le gouvernement, dernière tentative, en 2020, a trouvé un moyen, je passe sur tous les détails juridiques, c'est des trésors pour les constitutionnalistes, de faire passer au Parlement un texte qui semblait noyer le poisson, mais qui en fait transformait le statut du tribunal foncier pour le mettre sous la coupe du gouvernement directement. Et là, évidemment, ce fut le pas de trop, ce fut un émoi général dans tout le pays, et le résultat, encore impensable il y a un an, fut la création, puis la montée vertigineuse à toute allure d'un parti d'opposition qui, après 6 mois de campagne, a remporté les élections qui viennent d'avoir lieu. Tous les projets du gouvernement visant à déverrouiller le caractère inaliénable, tous les actes législatifs passés mais contestés sont pour le moment gelés. Voilà donc la situation à Samoa aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit au début, vous trouverez beaucoup plus de détails dans le texte écrit auquel vous pouvez accéder. Mais voilà donc un cas évidemment assez particulier du statut de la terre coutumière. Juste en conclusion, je relève quelques différences fondamentales, mais quelques points communs aussi, avec ce qui est au centre des discussions concernant la Polynésie française. Dans le clan samoan, la notion d'héritier, c'est le mot samoan souli, ignore par exemple la distinction faite en Polynésie française entre enfants légitimes et enfants fa'amu, ou même entre enfants adoptés selon le droit français, qui peuvent hériter, et enfants seulement fa'amu, qui a priori ne sont pas héritiers, sauf testament, etc. Vous connaissez tout cela. Toutes ces distinctions-là, ça n'existe pas à Samoa. On est héritier d'un clan par une généalogie, mais qui n'a pas à être prouvée en remontant 30 ans en arrière. Il y a les chefs orateurs qui sont effectivement les maîtres de la généalogie, mais il suffit que tout le monde dise « mais oui, celui-là et son père, ils ont constamment contribué au don cérémoniel pour chaque cérémonie du clan. » Et c'est là qu'on juge qu'une personne est restée un héritier. Donc, voilà, ça c'est une grande différence. Maintenant, évidemment, on peut comparer les problèmes de sortie d'indivision avec les lois récentes de 2019 en Polynésie française, qui permettent d'aménager des transmissions de droits par souche, comme vous dites, donc, et non plus seulement par tête. Pensons aussi au métier de généalogiste en Polynésie française. Je viens de dire qu'à Samoa, c'est encore les chefs orateurs, mais que de toute façon, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Le dernier mot, c'est le consensus qui dit
Mais celui-là, et son père, et son grand-père, ils sont là, et surtout, ils sont là parce que nous avons vu les cochons et les nattes cérémonielles qui ont été constamment donnés par cette famille à chaque cérémonie de tout le clan. Et ça, c'est quelque chose qui ne demande pas de remonter dans des documents historiques pendant 50 ans. Donc, le point de comparaison, c'est les solutions aux débats et conflits sur la transmission, l'héritage, la mise en valeur, ne sont envisagées par les autorités ou les spécialistes, il me semble, à part des associations, justement, comme celle qu'on a entendue ce matin, Fenua Ora, ne sont envisagées que par le moyen d'une meilleure individualisation des responsabilités, une nomination pour être représentant d'une collectivité. Bref, comme on le sait bien en Polynésie française, l'indivision est vue comme un manque. À Samoa, le fait qu'un clan est une collectivité où on ne peut pas désigner quelqu'un pour tout pouvoir signer, c'est considéré comme un manque, c'est considéré comme un problème. Donc on discute, dans les deux cas, des modalités de sortie de l'indivision. Sortie d'une autorité collective clanique à Samoa, sortie de l'indivision, comme vous dites ici. Donc, humble question, l'indivision est-elle vraiment, uniquement, un défaut dans le fonctionnement social? J'ai entendu ce matin plusieurs exposés qui répondaient clairement non. La propriété collective est-elle nécessairement un obstacle qu'il faut toujours tenter de réduire? J'ai entendu ce matin de nouveau par plusieurs personnes la réponse non. Voilà. Mauru Roa.